Bonsoir à tous et à toutes. Je vais faire une vidéo sur le dernier livre que j'ai lu. Non pas le thriller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un livre d'Alexandre Biguet, qui a d'ailleurs une rue à Thiers, qui s'intitule, non pas la rue, mais le livre, Le Vieux Thiers. Et ça concerne Thiers depuis les origines jusqu'à la Révolution française. Plutôt que de vous en parler de manière générale, même si je vais quand même énoncer quelques pensées générales, je vais plutôt vous citer des chapitres. J'ai noté sur un petit papier les pages qui m'ont intéressé et vous verrez ce que vous pouvez en tirer vous-même, hein. Alors cet ouvrage, donc, il est très court, malheureusement, hein, et l'auteur explique cela de la manière suivante. Il n'a pas eu accès à beaucoup d'archives, et notamment parce que beaucoup d'archives antérieures à la Révolution française ont été détruites. Alors, est-ce qu'elles ont été retrouvées depuis? Je ne sais pas. Parce que parfois on croit que des choses sont détruites, par exemple dans les films. Je pense à La Règle du jeu. J'ai vu ce film hier, c'est un film qui est sorti en 1939, et le commentaire montre que beaucoup de scènes avaient été mises au panier par Jean Renoir lui-même, et qu'elles ont été récupérées et réintégrées dans le film, ce qui redonne au film une cohérence qu'il n'avait pas. Je crois que la révision a été faite en 1958. Donc vous savez que ce film est considéré comme un des tout premiers, des tout meilleurs du cinéma classique français, hein. Certains disent que c'est Les Enfants du Paradis, d'autres disent que c'est La Règle du jeu. Enfin, après il y a aussi le cuirassé Potemkin, hein, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus, puisqu'on va parler brièvement, longuement, du livre d'Alexandre Biguet, intitulé donc Le Vieux Thiers. Je vous le remontre là. Alors c'est une édition de 1947. La première édition est parue en 1947. Il est illustré de gravures, souvent des années 1830 d'ailleurs, hein. Alors, donc voyons ce que j'ai noté. Alors oui, déjà, ce que j'en pense de ce livre. Donc trop court. Et aussi, il y a un gros défaut, moi, qui m'insupporte, mais que beaucoup d'auteurs adoptent, et notamment les historiens, qu'ils soient régionaux, vulgarisateurs ou plus, entre guillemets, sérieux. Je ne vais pas faire ça. Il y a beaucoup qui font ça, ça m'énerve, hein. Je ne sais pas si ça vous énerve, vous aussi, moi ça m'énerve. Ça fait bête, ça m'énerve. Bon, bref. Oula, faut que j'arrête. Là, je suis psychorigide. J'ai l'impression d'être Annie Girardot en fin de carrière. Aigri et sec, comme ça. Vous voyez. Alors, donc, ce qui m'énerve, c'est que les notes sont à la fin. Moi, je n'aime pas, quand je lis un livre, sans arrêt être obligé d'aller vers la fin. Non, je suis désolé. Moi, j'ai besoin vraiment de lire en continuité. Ça coupe ma lecture d'aller à la fin. Je suis désolé, je suis comme ça. Et donc, dans mes livres, j'évite à tout prix ce travers, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas des références bibliographiques en fin de livre. Alors, voyons, j'ai noté page 12. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à la page 12? Vous allez me dire. Ah, il y a une certitude que la ville, du moins en 1947, que la ville de Thiers existait à la fin du deuxième ou au moins au début du troisième siècle de l'ère chrétienne. Puisque des cailloux teints du sang de saint Symphorien, martyrisé à Autun vers l'an 180, furent apportés à l'église de Thiers par un témoin du supplice. Tout à fait charmant. Voyons ensuite page 16. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre là? Ah si. La ville primitive était située au Moutier. Voilà. Ça c'est, je crois, je ne pense pas que ça a été remis en cause. Et voyons page 16. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, il y a la maison de Mercœur qui descend des anciens ducs d'Aquitaine, qui fit élever un château fort près de l'église Saint-Genès. Je pense que l'église Saint-Genès n'existait pas encore, donc un château fort. Il y a un dessin d'ailleurs du château de Thiers, je vous le montre, ce sera plus simple peut-être. Vous voyez comment il est, comment il était plutôt. Il n'existe plus, hein. Ne le cherchez pas vers l'église Saint-Genès, il n'y est plus. Voilà, donc il y avait ce château fort. C'est un peu disparate ce que je raconte, mais c'est volontaire, hein. Je ne suis pas capable de donner une perception globale du livre. Parce que je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez cultivé, surtout pas assez cultivé sur Thiers, hein. Donc je note simplement ce qui m'a frappé, ce qui m'a marqué. Ah oui, ils font allusion à la baronnie de Thiers. Ça, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, je cherchais à avoir des renseignements sur cette baronnie de Thiers.
Et j'avais lu le livre consacré au grand-père d'un personnage dont je vais parler dans un livre, puis le temps que je le dis, hein, la plus célèbre des duchesses de Choiseul, et elle s'appelait Louise Honorine Crozat du Châtel. Et c'est Crozat du Châtel, son grand-père, qui était un arriviste, hein, faut dire ce qui est, qui a été baron de Thiers. Il y a un livre sur la question, je ne l'ai pas ici, je vous le chercherai éventuellement par la suite. Hein. Par la suite. Oh, que c'est bête cette réplique. Forcément par la suite. C'est comme ceux qui disent ultérieurement. J'ai jamais compris l'usage de ce mot. Enfin bref. Alors, les écuries de ce château occupaient la place où s'élève actuellement le tribunal. Alors, voyons, page 20 maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, page 20? Alors, il y a une église du Moutier, page 19, telle qu'elle était en 1830. Alors, si j'ai lu ce livre aussi, c'était par rapport à l'église Saint-Jean. Je suis en train de terminer un ouvrage qui n'aura rien d'extraordinaire hein, sur l'église Saint-Jean, mais qui n'aura qu'un petit intérêt. Il y aura un petit peu une valeur ajoutée quand même par rapport à ce qu'on sait. Alors, page 20, à quel moment l'église donc Saint-Jean a-t-elle été construite? Alors, on sait qu'elle est au moins du XIe siècle, puisqu'on a un document, un acte de donation de 1016. Donc, on peut dire qu'elle existait au moins à cette époque, certainement bien avant, peut-être au Xe siècle. Hein, puisque pour construire une église comme ça, il faut peut-être plus de 16 ans, plus de 17 ans. Hein. Alors là, encore une photo de l'église Saint-Genet telle qu'elle était en 1830, décidément. Qu'est-ce qu'il y a comme témoignage de 1830 hein À la maison de Thiers jouissait d'une haute considération parmi la noblesse, nous dit l'auteur. 29 maintenant. Alors là, il y a la succession des seigneurs de la famille de Thiers. Qu'est-ce qu'il y a, page 29? Qu'est-ce que j'ai relevé? Enfin, c'est en fonction de mes intérêts à moi. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout, qui passionnent plein de gens, mais qui, moi, me passent au-dessus de la tête, ce qui fait que je vais avoir des connaissances très pointues dans un domaine. On va se dire, c'est extraordinaire, quelle culture. Mais quand on va aborder un autre domaine, rien. Je suis comme ça. Il y en a qui vont dire que c'est un trait autiste, hein, je sais pas. Mais je sais plein de choses sur des thèmes. Je n'ose même pas vous le dire, ce qui est intimidé. Et puis sur d'autres, mais rien. Alors tout le monde sait quelque chose. Moi, je sais rien. Voilà. Ce qui laissait d'ailleurs mes propres perplexes, hein, au second, je m'en souviens, à partir de la seconde. Alors, là, c'est pas, il cite Honoré d'Urfé, il faudrait que je lise hein, des livres d'Urfé, celui qui a... ah, on est allé au château d'Urfé, les ruines du château d'Urfé, je vous ai laissé des vidéos d'ailleurs, vous avez peut-être vu. L'Astray, voilà, celui qui a écrit L'Astray. Alors voilà, il le dit, Alexandre Vialat, les archives communales antérieures à la Révolution de 89 sont déplorablement réduites par suite de destruction volontaire ou fortuite. On ne trouve pas d'autres... Voilà. Donc là, c'est page combien? Page 31, page 34. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a plein de plans, d'anciens plans de Thiers, d'anciennes vues de Thiers. Alors, voyons, page 35. Qu'est-ce qu'on... 34. Non, rien. Alors, on parle des vignes de la comtesse de Forez qui s'étendaient au-dessous de la terrasse actuelle du rempart. Vous voyez où c'est, hein? D'ailleurs, comment dire... en vieillissant, on a ces problèmes-là. Moi, j'ai ce problème. La table d'orientation est complètement dépassée. Hein. Mon mari est d'ailleurs en train d'en faire une autre... Enfin... c'est de la folie furieuse, hein, c'est énorme ce qu'il a fait sur la vue qu'on a de la maison, et vraiment, il y a plus d'éléments que cette table qui est vraiment dépassée, qu'une catastrophe. Hein. C'est plus une antiquité qu'autre chose. Hein. Alors, 3 portes étaient aménagées, mais à quelle époque? C'était vers le XIVe siècle, si je ne m'abuse. Oui? Non? Non, non? Vers le 11e. L'une à l'entrée de la place du Pirou, en venant de la rue de la Coutellerie, c'était la porte Salman, corruption du nom primitif Salomon. Elle était défendue par la courtine de l'ancienne enceinte qui la flanquait à l'est et par des machicoulis qui, sur le plan de Revel, font face
à la rue de la Coutellerie. La deuxième entrée était placée, nous venons de le voir, entre deux tours au haut de la rue du Bourg. C'était la porte formée, qui plus tard fut appelée porte de la Boucherie. Et la troisième s'ouvrait entre la tour du bas de la rue Alexandre Dumas et la tour nord-est du château. C'était la porte Charnier. Charmant ce nom. Page 37, page 38, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien d'intéressant finalement. Page 40, il y a encore une photo de la porte Saint-Jean vers 1830. Mais vraiment, pourquoi toujours 1830? Il y a un mystère là-dessus, je suis trop ignare pour le résoudre, mais il parle des escaliers de la rue Chauchat. Et moi, j'ai du mal à les monter maintenant. Hein. J'essaie de faire un exercice, enfin, je le faisais, de les monter très rapidement, mais j'ai vraiment de plus en plus de mal. Hein. Voilà, enfin bref. Alors, l'enceinte, laquelle aussi? Laquelle enceinte? Il y a eu 5 niveaux d'enceinte, hein, si je ne m'abuse. L'enceinte flanquée de tours comme les précédentes était percée de 6 portes. La porte d'Aubusson, ou Porte Neuve, en haut de la rue Conchette, pas très loin de chez moi, hein, et de la rue du Marché face à la rue de Barante. La porte Notre-Dame, ainsi appelée parce qu'elle était contiguë à une chapelle appartenant à la confrérie de Notre-Dame des Anges, en bas de la rue Gambetta. La porte de Coagne, fermant la rue du même nom, la porte de Saint-Jean à côté de l'église, la porte de Lyon, fermant la rue du Rolle, au bas de la rue de la sous-préfecture, et la porte du Lac, au bas de la rue Pasteur, en face de la rue de la Paix. Je repère très bien les lieux, là j'étais content de moi. La rue du Lac, il y aurait eu un lac, si j'ai bien compris, vous allez me taper sur les doigts si je dis des bêtises, hein, quasiment au niveau de la mairie actuelle, hein, enfin, par là, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Un étang du moins, hein. Ça ne doit pas être immense quand même. Hein. Ah là, le pont de Séchal, je crois que c'est encore, non, c'est pas, ah non, c'est pas en 1830, pas encore. Hein. Ils nous embêtent avec 1830, là, je sais pas ce qu'ils ont, mais... 47, il y avait, qu'est-ce que j'ai noté? Page 40, page 43, je notais quelque chose. Ah, il y avait beaucoup de souterrains, en plus des portes défensives, qui couraient sous l'agglomération des maisons et permettaient de passer d'un quartier à l'autre, et même de s'échapper dans la campagne sans avoir à se montrer. Vers le 15e... Louis II de Bourbon, vers le 15e siècle, début du 15e, c'est bien ça, a pavé les rues de Thiers. Hein. C'était de simples chemins qui serpentaient entre les maisons. Donc, dès qu'il y avait de la pluie, c'était de la boue. Et dès qu'il faisait sec, c'était absolument poudreux. Et bonjour les allergies. C'était des pavages faits de cailloux inégaux formant des rigoles au milieu de la chaussée. Et ça s'est perpétué à Thiers jusqu'au début du XXe siècle. On en retrouve en 47, on a retrouvé des échantillons rue des Vieilles Écoles et rue Mercière. Rue de la Chabre, rue de la Chèvre, ça c'est pas essentiel. Alors 44, qu'est-ce qu'il y a à page 44? Ah oui, en bas de la rue Pasteur, il y avait un lac. C'est bien ça, un étang plutôt, hein. Donc je ne me suis pas trompé, c'est à peu près là où je pensais. Quel changement! Ah tiens, il nous raconte que le patois était pratiqué par tout le monde jusqu'au début du XXe siècle, y compris par les bourgeois. Alors, il nous informe aussi l'auteur que les rues portaient parfois plusieurs noms, hein, très intéressant là. La rue de la Coutellerie était appelée indifféremment la rue de la Vaure, la rue Salmand, la rue de la Croix de la Pierre, la Grand Rue, la rue des Gallias et la rue de l'Hôpital, car il y avait un hôpital au coin de la rue de Lorraine. Ça, c'est vraiment... c'est fascinant, ça, par contre. Hein. C'est ça qui est peut-être plus intéressant que des détails de barons qui sont battus contre des comtes qui... Enfin bref, vous voyez, c'est ce genre de trucs ennuyeux, là. Alors, après, il y a tout un tas de noms de rues qui ont changé. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, parce que là,
J'en ai marre, hein, je vais un peu interrompre, voir quelque chose. À plus tard.